C'est quoi le réel? C'est quoi le réel? C'est quoi le réel? C'est quoi le réel? Est-ce que ces espèces de petites guêpes qui volent autour de moi d'un vol stationnaire, est-ce qu'elles sont bien réelles? À ce qu'il paraît, elles portent le nom de Sirf. Elles portent. Nous leur avons donné le nom de Sirf. Du point de vue psychologique, le réel suppose avant tout le perceptif, la perception. C'est là qu'intervient la part hallucinatoire. Parce qu'à partir du moment où on interprète le perçu, on projette quelque chose du passé sur ce réel brut. Il paraît que la seule manière de déterminer si nous sommes en train d'halluciner ou si nous sommes dans la réalité est de vérifier qu'il reste une trace. S'il y a une trace, nous sommes bien dans le réel. S'il n'y a pas de trace, nous sommes en train d'halluciner. Mais du coup, qu'est-ce qu'on entend par trace? Est-ce que cette odeur d'essence est bien réelle? Plus on utilise l'hallucinatoire en tant que fond toujours là de la psyché, plus on bascule dans les hallucinations franches et nettes où on perçoit autre chose que la réalité. Si une partie de notre raisonnement est conservée, on a des capacités de vérifier notre insertion dans la réalité. C'est-à-dire qu'on teste un peu le réel en bougeant dans l'espace ou en regardant la cohérence de nos pensées ou de nos perceptions. Si on n'a plus de lucidité du tout, on ne sait pas. On est capable de partir aussi dans des hallucinations somatosensorielles, les acouphènes, mais aussi, on l'appelle le deuxième cerveau, le cerveau entérique, tout le tractus gastro-intestinal, tout ce qui va de la bouche au cul, ça peut faire l'objet de perceptions qui sont de l'ordre de l'hallucinatoire. Ne pas rêver la voie royale vers l'opposé de l'inconscient. Le ciel contemple le spectacle. La foule. Tout réel brut, on l'introjecte, on l'intériorise dans notre psyché en essayant de le subjectiver selon ce qu'on sait, nous, de la réalité. Plus la réalité est loin
de nos expériences intérieures et de notre capacité à interpréter la réalité et à lui donner du sens, plus on va transformer cette réalité pour qu'elle soit la plus proche possible de qui on est, nous, au fond de nous. Ce qui nous éloigne du monde consensuel nous rapproche d'autres mondes. En fait, il y a un monde consensuel qui est considéré comme le vrai monde, comme la réalité. Celui auquel on doit revenir, celui duquel on doit parler, celui dans lequel on doit vivre pour être considéré comme des personnes crédibles et saines d'esprit. Est-ce que la mise en commun de nos hallucinations personnelles constitue un début de réalité ? Halluciner ensemble. Ma folie, je ne saurais même pas si c'est de la folie, parce que c'est de la folie aux yeux des autres, mais pas à mes yeux à moi. Alors dites quelque chose qui est faux aux yeux des autres. D'être carré, d'être toujours très droite, d'avoir des principes qu'il ne faut pas que je sorte de ma ligne de conduite. Si je sors des sentiers battus, c'est terminé. Je bascule. Donc, déjà, ça me casse mon rythme. J'ai besoin d'un rythme très régulier. normal? Oui, si on peut dire normal, parce qu'il n'y a pas de rythme normal. Chacun a un autre rythme. Donc le rythme est normal pour chaque personne différemment. Jamais laisser passer à l'intérieur les forces pressées de ceux qui dorment et seules les vieilles flammes de la valeur. Avoir l'air d'un autre. Bah là, je suis perdu. De qui? Avoir l'air de soi. Ah oui, perdu de chez perdu. C'est qui? Les parasites? C'est comment soi? Ça fait penser à une sorte de contrôle L'automutilation? Tu fais comment pour être toi? de ce qui est par définition envahissant. Jonction des ténèbres? Est-ce que si j'ai une idée et puis je la partage avec toi, est-ce que si j'ai une idée sur quelque chose Les flux vitaux. et que je la partage avec toi, Le changement des songes? est-ce que je partage ma réalité avec la tienne? Des nouveaux songes pour des nouvelles histoires. Des productions psychiatriques? Pour des filles. J'étais dans une société qui exige notre retraite, notre retraite et notre mort. Son âme dans la nuit. Adaptation à l'éternel recommencement? Est-ce que quand on meurt, on va au réel?
La matière première de l'hallucination, c'est la mémoire. C'est à la fois ce qui nous fait plaisir et qu'on a envie de retrouver dans le réel, et c'est aussi ce qui est source de déplaisir et qui nous oblige à transformer le réel à la fois pour expulser ce qui est au fond de nous, ce qui est déplaisant, pour décharger une souffrance et en même temps pour modifier le réel pour qu'il corresponde un peu plus à notre subjectivité. Donc on est toujours dans des intrications. Il y a à la fois la mémoire qui travaille et puis des mécanismes de défense qui font que on projette, on filtre, on perçoit qu'une partie de la réalité, on projette quelque chose d'autre sur cette réalité, on transforme les couleurs, les fréquences, les mouvements, tout ça. De la nation, arrivée, nation. Toute illusion a besoin d'un espace-temps pour être perçue. Les souvenirs, par exemple, c'est un truc de fou, quoi, dans les familles, comme tu peux modifier tes souvenirs au fil du temps et tu peux être sûr d'avoir vécu un truc que tu n'as pas du tout vécu, que tu as reconstitué un souvenir à partir d'une photo. Ça, c'est tous des trucs qui participent vachement à la construction de ta propre histoire. Donc ça interagit avec le monde parce que tu vas te définir comme quelqu'un qui a vécu ça ou entendu ça. Alors que parfois, vraiment des fois de manière complètement involontaire, on a complètement construit. Maintenant, au niveau collectif, c'est clair qu'il y a un hallucinatoire collectif à partir du moment où nos expériences du passé ont été conditionnées par des normes de la société, par des institutions disciplinaires, les écoles, les hôpitaux, les prisons, réelles ou symboliques, la justice, la morale, et tous ces conditionnements du passé qui deviennent un peu comme des arcs réflexes de notre fonctionnement physique et psychologique, nous entraînent à projeter collectivement ces conditionnements de la société sur le réel perçu. Ce réel perçu qui est nécessairement interprété et auquel on donne un sens en fonction de nos expériences passées. Et ces expériences passées peuvent être aussi collectives, parce qu'on décide aussi collectivement ce qui est bien ou mal, ce qui est bon ou mauvais, ce qui est juste ou ce qui est injuste, ce qui est normal et ce qui est anormal, ce qui est pathologique, ce qui est de l'ordre de la folie. Et tout ça, ça encadre le perçu. Et ça prend forcément une dimension collective qui peut être interprétée comme un hallucinatoire collectif. Et ces conditionnements du passé, qui sont aussi de l'ordre du social, de l'économique, du politique, se répercutent forcément sur notre interprétation du réel et donc sur l'hallucinatoire collectif. Bah, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est défini comme quelque chose qui n'existe pas. Alors qu'en fait, à partir du moment où ces choses, elles sont vues, entendues ou senties par quelqu'un, ben, de fait, elles existent.
Elles existent juste pas dans la réalité partagée par toutes et tous. Mais la définition un peu normative, parce que le dictionnaire c'est vraiment l'expression ultime de la norme, de trouver des définitions communes, c'est que ça n'existe pas puisque c'est pas partagé. Tout ça, c'est imbriqué. La perception, la mémoire, le langage, ça répond à des conditionnements du passé, ça répond à des interprétations sous forme de sens qu'on donne aux choses. Et tout ce qui sort de ces règles et de cette normativité, on considère que c'est de l'ordre de la folie. Cette folie, elle est nécessaire parce que c'est la seule manière de s'émanciper vis-à-vis des règles et des normes dictées par les pouvoirs dominants. Le symptôme du capital. La beauté traverse les régimes et n'apparaît qu'en absence de l'autorité. Vie et demande s'y tarisser. La bulle spéculative de la psychiatrie. Si t'as assez cultivé la permission de la peur, de désir et de la solitude, plaide désespérément, intellectuellement, et raconter ce qu'on croit être complexe dans le corps, dans les réflexions, dans le vide. Pour entendre des voix, je pense qu'on doit être dans un état d'hallucination. Et donc on n'est plus dans le fond hallucinatoire de la pensée, de la psyché, du corps qui se dissimule. Ces voix, elles sont réelles. On les entend pas, mais on peut jamais dire à quelqu'un qui entend des voix que c'est pas réel. C'est hyper violent de dire ça, parce que pour la personne, c'est tellement réel et c'est son quotidien, c'est sa vie en fait, de vivre avec ces voix. C'est un accès à un autre monde, mais qui est pas choisi et qui des fois est vraiment, vraiment difficile à gérer. Et puis je pense que la grande difficulté, c'est de pas pouvoir gérer ces allers-retours entre les moments où ça s'arrête, les moments où ça vient. C'est que ça s'impose à toi tout le temps. De devoir faire de la place à tous ces messages incessants et en même temps dans un monde où on fait tout pour les faire taire. Un psychiatre me disait ça une fois aussi, ces voix, plus on veut les faire taire, des fois plus elles sont fortes. Et du coup il y a une lutte qui rentre entre la psychiatrie, la chimie, les substances, la personne, et ça peut donner un truc vraiment très très violent quoi. L'idéal, c'est d'en faire des complices de soi-même, des formes de découverte de soi, de ces parts obscures, de ces parts qui n'ont pas de logique, qui n'ont pas de raison a priori. Ça a toujours une logique parce que c'est toujours l'expression d'une inscription qui vient de quelque part. Mais par définition, si ça s'exprime par une hallucination, c'est que l'intégration psychique est très difficile. Plus notre insertion dans ce réel est problématique parce qu'on n'arrive pas à s'adapter. On n'arrive pas à adapter ni notre capacité de penser, ni de décider, ni
par conséquent nos perceptions de ce réel. Et puis ce réel ne peut pas être utilisé pour satisfaire ses pulsions, parce qu'on a des pulsions qui peuvent être extrêmement originales. Originales parce qu'on a un passé qui n'est peut-être pas conformiste, qui s'est pas déployé dans la normalité et dans le... Et alors celle-là, ça c'est la mauvaise question à poser. Non, les bêtises, il y en a toujours autour d'une gare. Faut juste que je me rappelle d'une. Parce que sinon on est tous des normaux et des gentils, et puis c'est pas beau des la vie. Des gentils puis des normaux, déjà, la normalité. C'est quoi? Déjà, c'est la première grande question, hein? Puis les bêtises, c'en est une autre. Donc, c'est des questions sur des questions, donc au bout du compte, la normalité des choses. Oh. Oh. Ah, on est tous perdus là-dessus. Et voilà, je suis en train de me mettre dans le jeu. Oui, allez-y. Et ensuite, il y a deux réels bruts. Il y a le réel brut de la matière physique et il y a le réel brut de la matière métaphysique. Il y a une multitude d'éléments du vivant qui sont de l'ordre du métaphysique, qui sont de l'ordre du sens, qui sont de l'ordre de la communication et qui peuvent être définis comme étant flous du point de vue physique. Et plus la matière perceptive est floue, plus elle autorise la projection de nos propres interprétations et de notre propre passé, et plus ça autorise l'hallucinatoire. De ce côté-là, de toute manière, j'ai toujours été considérée comme totalement à côté de la plaque. Ah oui? Par qui? Par la société, par les médecins, comme j'étais complètement à côté de la plaque, que j'étais complètement, comment ça s'appelle borderline. Pire que ça, psychotique. complètement. Schizophrène. De toute manière, bipolaire. Ils n'ont jamais rien d'autre. On vous a mis toutes ces étiquettes comme ça? Toutes les étiquettes, je les ai toutes connues. Là, ça vous a fait quoi? Ça m'a rien fait d'autre que de me rabaisser encore plus. Et puis, quand vous avez un coup de mou, puis que vous vous regardez devant le miroir, vous vous dites, tiens, t'as vu la grosse merde que t'as en face? C'est pas de temps. On est proche du matin. Bien sûr, dans le matin. Non, il y a une carte, tu peux tout en faire. Ah ouais, ça tue un nom. Ça va aller très bien celui-là. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant dans la dimension des hallucinations, c'est justement qu'on revient à un truc un peu animal, où on perçoit la nature tous de différentes façons, à des relations un peu différentes selon notre sensibilité à la nature. Il y a des gens qui peuvent des fois halluciner en allant se promener dans la forêt, voir des trucs, des couleurs, et ça, pour moi, il y a une dimension en fait qui est pas du tout politique, qui est vraiment animale au sens premier, quoi. Où en fait on se relie au monde qui nous entoure de manière plus ou moins florissante, quoi. C'est pas facile. C'est pas facile en proposition, mais en tout cas, on reviendra jouer avec Gilbert. Je peux même plus me mettre là. Sinon, je n'ai pas le faire. Jamais un crayon
ne pèsera. Sur le néant d'une génération irrémédiablement connectée à l'instant, aux zones manufacturées par des consignes politiques, pénétrer la conception d'être perdu en musique, en formant consolation avec le devoir d'être de plus en plus certain. Un sou, insomnie sous le poids des sommes, des intérêts, des amortissements conservés, notés dans la dégradation de la conscience. Les règles risquent le vrai comme la vie. La nature arrache d'une force légère la folie. Une réappropriation de ces flux en accord avec la nature et en accord avec notre animalité. Mais ça veut dire à la fois une nouvelle conscience et le développement de nouvelles perceptions de la vie et de l'existence en accord avec la notion de liberté, avec nos différences, avec notre vulnérabilité, avec notre pouvoir individuel. On est des personnes avec chacune notre histoire, notre passé, notre généalogie, mais on est des individus liés les uns aux autres. On n'est pas des individus indépendants et séparés, ni de la nature, ni les uns des autres. Et ça, lors d'une hallucination qui m'est arrivée, je l'ai vu physiquement, j'ai vu des fils, des câbles, des filets, je sais pas, qui reliaient les gens les uns aux autres. Et au moment où j'ai vu ça, j'étais sûre vraiment que c'était vrai. Qu'en fait, ces fils, ils existent, ils sont là tout le temps, même là maintenant. C'est juste que là, on les voit pas, parce que notre cerveau, il n'est pas capable de gérer, comme on disait, toutes ces informations, mais que ces fils qui nous relient entre nous et aux arbres et à la terre, en fait, ils sont là tout le temps, mais on n'en a pas conscience. C'est la pause, c'est la pause, c'est la pause, c'est la pause, c'est la pause. C'est la pause de l'hallucinatoire. Comme l'hallucinatoire en pause, c'est que il se passe plus grand chose. Quand on met l'hallucinatoire en pause, il se passe plus grand chose. C'est comme, je voulais dire, le monde des idées. D'un coup, t'as de la créativité, t'as plein d'idées, plein de créativité d'un coup. Puis tu dis, waouh, ça me... C'est comme si tu sais que c'est toi qui l'as, mais tu peux pas imaginer, croire que ça vient vraiment de toi seulement. C'est comme si tu pêchais, comme il y a des petits fils quelque part, et tac, t'en chopes un. Et puis ça, c'est peut-être la sensibilité des artistes, par exemple. Ah, il faut un peu attendre les oreilles pour te viser, puis tu prends ce qui vient. À partir du moment où on comprend l'existence comme un mélange suffisamment dosé de chaos et d'organisation, de désordre et d'ordre, à partir du moment où on introduit du chaos dans la matière ou du psychisme, on est face à la découverte permanente de quelque chose qui ne préexiste pas. Et là, je pense que on est entièrement
à 1000% dans un régime de créativité. Le chaos de l'univers et des entités vivantes de cet univers est une loi fondamentale de la créativité. Et je pense que si on est la création de Dieu ou la création d'autres forces extérieures qui nous gouvernent, c'est parce que il suffit de regarder autour de soi. Il y a une permanente créativité de la vie. Et l'imagination, c'est la capacité à se créer plusieurs réalités, en fait. C'est ça. C'est naviguer dans la réalité avec plein de réalités parallèles. Et puis je pense que justement, ça chez les enfants, c'est hyper encouragé, c'est hyper valorisé, c'est un signe de bonne santé et de bon développement. Un enfant qui se raconte plein d'histoires et qui a plein de personnages et tout. Puis chez un adulte, on considère quand même qu'avec la maturité, on doit être capable de canaliser ça et de ne pas se faire envahir par plein d'idées qui vont dans tous les sens. Et, Il y a une alarme. Une alarme? Une alarme de quoi? Ils sont vite. Allez, on... Ok, vas-y alors. Vas-y, pompier. Il a souvent aussi des alarmes, il a des choses à faire, aller éteindre des feux, sauver des enfants ou des animaux, ou les attaquer aussi, ça dépend un peu de l'humeur du jour. Mais il a pas mal d'alarmes. Les enfants, en fait, comme ils n'ont encore pas complètement intégré ces normes sociales, même s'ils nous voient faire, mais voilà, en fait, ça donne un truc complètement, qui nous paraît complètement chaotique, et avec leurs propres règles, en fait, leurs propres trucs. Du coup, je pense que le rapport à l'imagination et à l'hallucination, elle est aussi beaucoup plus libre chez eux, parce que, parce que c'est encore pas du tout cadré par la société et par eux-mêmes. En fait. Nous, on est quand même vachement cadrés. Pourquoi on oublie toujours que le temps n'est pas exactement ce qu'il nous laisse croire? Donc le temps, c'est ça. En fait, j'ai remarqué qu'il parle quasiment jamais du futur, ou alors il en parle au passé, en disant demain j'allais, par exemple. Et sinon, le passé, ça se résume à hier. Donc on est dans un espace-temps très très court. Ok. Ta jaquette, c'est pas bon. Eh non. Elle est toute mouillée, sors là de ta bouche. Voilà, c'est mieux. Rejoins dans le camion. Certains parents, c'est toujours le rappel à la norme. C'est tellement intense, quoi. Les enfants, je sais pas, moi, ma mère fait ça, quasiment tous les adultes avec lui font ça. Ils disent non, ton mec, c'est pas possible d'aller sous l'eau dès qu'il y a une place de jeu sous l'eau, parce que nous, on est des humains, on a besoin d'air pour respirer, et ils lui font tout un speech. Lui, il en a rien à foutre, il a sa place de jeu sous l'eau, quoi. Et en fait, le rappel à la norme, c'est vraiment un truc très présent chez les enfants. Ça, c'est les adultes qui tuent l'imagination des enfants. En tout cas, qui veulent la canaliser pour qu'elle rentre dans un truc réaliste, en fait. Qui marche scientifiquement, quoi. C'est pas les adultes qui construisent les frontières de ce qu'on pourrait peut-être percevoir autrement. Sortir de l'usine transhypnotique. Des consensus, des composants féroces, du familier économico-politique des animaux,
dont Ulysse est le modèle émotionnel et commercialisable de la communication. Pourquoi les jeunes sont-ils des grammairiens de l'hallucination? 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 Déguisés en esclaves de l'éducation par les hommes du luxe, par la malheureuse justice, par les corps des vautours. Halluciné en compagnie. La série de conditionnements auxquels on est exposé depuis notre naissance en interaction avec notre environnement et avec les figures d'attachement et ensuite ceux qui nous éduquent à la crèche, à l'école, à l'université, etc. Si on prend en considération cette série de conditionnements, il est urgent qu'on nous restitue notre dignité. Et je pense que les psychologues, les thérapeutes, les psychiatres ont leur rôle à jouer dans ce démantèlement de cet inconscient. Là, tu peux venir ici. Je guettais juste la petite pour pas qu'elle revienne en arrière. Quand Emilia vient. Va sur le toboggan, Emilia. Va vers Nona. Non, va vers Nona. Là, c'est dangereux, tu vas tomber. Non, mais là-bas, c'est dangereux. Allez, dans le camion, il y a une alarme. Encore? Oui. Ici en bas? Non, il y a une alarme. Emilia, il y a un feu. Va au toboggan. Il y a un feu dans ma maison. Pas. Libérez les flux vitaux pour décoller. Au bout de 40 ans de lavage de cerveau, vous faites comment pour faire dire à votre cerveau non, je suis pas moche, je suis belle. Ou je suis pas folle, je suis normale. Ou je sais pas, autre chose. Oui. Je suis pas trop maigre, je suis pas trop grosse, je suis pas trop. Et puis on s'en fout. Oui. Ben, pour faire reset et puis déconnecter, ça va un bout de temps. On est conscient de tous ces aspects et qu'on détourne son regard de ce qui est machinique pour observer la nature vivante, notre capacité de philosopher, de penser autre chose que ce qui nous a été imposé, de créer soi-même tout en observant la créativité de la vie qui vient, comme je le disais, du mix d'entropie, de désordre et d'ordre et de chaos. À partir du moment où on observe cette infinité de dimensions de la vie, je pense qu'on se réapproprie ses propres flux et on peut aspirer de cette manière à une existence qui se soumet à certaines lois, qui supposent une organisation de la matière et du vivant, et donc une organisation de nos potentialités, mais qui suppose aussi une permanente confrontation au chaos et à l'infinité de la vie. Alors, les palais sont ouverts. Alors, C'est ouvert.
Je te dis, ces gens-là, c'est des vrais capitalistes, ils font trop fric. Ils disent que faire ça, quoi. Tu verras, ils vont devoir arriver avec les billets. Le développement de ces flux vitaux en interaction non pas avec les machines, mais avec la multidimensionnalité de la vie. Ce que tu disais avant, c'est pour vraiment ouvrir l'accès aux autres mondes, quoi. C'est de se dire, en fait, ce monde consensuel qu'on a construit, il n'est pas du tout exhaustif. Ouais, puis en fait, c'est aussi de prendre conscience que le réel qu'on connaît, il est minus par rapport à tout ce qu'il y a d'autre. Et que tout à coup, ça donne plutôt l'impression d'appartenir à un monde beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de possibilités, de choses à connaître, à sentir, à partager, quoi. Je trouve que c'est aussi ça qui donne le tournis, en fait, c'est de se dire, ah, mais en fait, tout ce que j'ai connu jusque-là, c'est un tout petit bout. J'ai en tête cette image de la poule à laquelle on a coupé la tête. Lorsqu'on coupe la tête à une poule, elle vole, elle court dans tous les sens. Ses mouvements deviennent très chaotiques. Moi, je vois l'existence de l'individu, du cybercapitalisme, un peu comme ce chaos-là, qui est un chaos qui est proche de l'agonie, qui est proche de la mort. On est dans un chaos de survie face à des prédateurs qui veulent notre peau, qui veulent extraire un maximum de notre nature humaine, de nos ressources, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce chaos-là n'est pas le chaos des flux vitaux de l'existence. Des flux à se connecter à différentes entités de l'univers. C'est comme une potentialité ouverte. Tient au fait que le développement de ces flux vitaux en interaction non pas avec les machines, le désir, mais avec la multidimensionnalité de la vie, de connexion du vivant, capable de se connecter à tout et à n'importe quoi selon des logiques organisées ou désorganisées. Justement, ce désir-là fondamental des flux vitaux peut être colonisé par des machines qui décident des structures organisationnelles
de pensée, de cognition, de comportement, d'émotion, de sensibilité par rapport à la vie, qui colonise donc tous ces flux pour en faire des machines désirantes. C'est-à-dire que c'est tellement conditionné que le désir est machinique. Potentialité désirante s'associe capital supplémentaire automatiquement n'entre pas dans la propriété, mais dans le rêve, là où vont les poètes et les fous, 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 les fous. Buona giornata. Lui magari è arrabbiato, no? È da solo, si arrabbia da solo. Magari sente delle voci. È una bella scusa quella. Abbiamo avuto l'esempio è una bella scusa sentire delle voci. È una bella scusa, dico, sentire delle voci. Quando ho ammazzato una persona dicevo ho sentito delle voci. Che mi ha detto di farlo. Sì. Sì. Quella è mica male. Quindi delle volte la pazzia può essere utilizzata come scusa. Come arma. Come arma. Per salvarsi anche. Per prendere per culo la gente. Quindi i matti spesso. Every hour. One train per hour. Beginning from the château. Bah, c'est soit on comprend pas les fous parce que c'est nous qui sommes fous et eux qui sont dans le vrai ou l'inverse. Pour moi, cette image-là est un peu l'image de l'individu dans la société contemporaine. Ça veut dire que il est rendu malade, il est monitorisé, il essaie de fuir, il essaie de combattre sa maladie. Bah, peut-être que les gens qui souffrent de ces troubles-là, bah, ils sont peut-être pas forcément adaptés à notre société. En fait, la société n'est pas adaptée à ces gens. Ils ont peut-être besoin d'être plus connectés à eux-mêmes, la nature. Et en fait, on nous force à rentrer dans un cadre et un moule qui fait peut-être développer ces maladies-là chez les gens, en fait. Et vous pensez que la société est plus folle que les gens? Ah, carrément. Ah ouais. D'accord. Et ça va pas du tout. On va pas du tout dans le bon sens, c'est sûr. On va dans quel sens? Dans le contresens. Dans le contresens. Direction là, Marie. Ouais, toi aussi tu vas là-bas? Ouais. Ok. Et tu vas où, tu sais? On a Marie. Ok. Dans un endroit particulier? Au bord de la mer, dans les montagnes? Au bord de la mer, mais dans les nuages. Très bien. Très bien. Moi aussi, je vais au bord de la mer. Ah ouais? On vient? Ouais, je vais aussi. Moi, je vais aussi dans l'Amérique. Il y a la mer. Ok. Alors,
Alors, bon voyage. Dedans, il y aura des wagons. Il y aura des sabots, des gros manèges. Dans l'avion? Non. Je vais droit. Ah ouais, tu vas droit. Mais il y a aussi des lapins. On va ramener un lapin. Un lapin?